Avril 1945. Les chaînes métalliques s'enfonçaient dans les poignets de Greta Hoffmann à chaque secousse du camion qui rebondissait sur les nids de poules. Elle était assise entre deux autres femmes allemandes, à l'arrière du véhicule couvert, incapables de voir où elles allaient. Chaque mouvement du camion faisait résonner un doux cliquetis. Ses poignets étaient rouges et enflés. Cela faisait maintenant 6 heures qu'elle portait ses chaînes. Greta avait 24 ans. Avant la guerre, elle enseignait à Hambourg. Elle apprenait aux enfants à lire et à écrire. Elle leur enseignait que l'Allemagne était la plus grande nation du monde. Elle croyait en chaque mot. Il y a 18 mois, elle avait rejoint le corps des signaux féminins. Elle travaillait dans un bunker de communication envoyant des messages entre les unités de l'armée. Il y a 3 jours, les soldats canadiens avaient pris d'assaut sa position près de Cologne. Elle était maintenant prisonnière. La femme à côté d'elle s'appelait Leisel Krauss. Leisel n'avait que 19 ans. Elle venait d'une ferme pauvre en Bavière. Sa famille avait à peine de quoi manger. Il y a 8 mois, elle avait rejoint le corps de défense anti-aérienne parce que l'armée lui offrait 3 repas par jour. Elle ne se souciait pas beaucoup de politique. Elle ne voulait simplement plus avoir faim. Il y a 2 jours, son poste de tir avait été abandonné lorsque les officiers s'étaient enfuis. Les troupes canadiennes l'avaient trouvée cachée dans une grange. Un éclat d'obus l'avait blessée à l'épaule il y a 2 semaines. La douleur persistait. Elle craignait que la plaie ne s'infecte. La troisième femme s'appelait Anaïsa Weber. Elle avait 32 ans, la plus âgée du groupe. Anaïsa venait de Berlin. Elle travaillait comme secrétaire juridique avant la guerre. Son mari était mort en combattant contre les Russes en 1943. Elle avait 2 enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 6 ans. Elle les avait envoyés vivre chez des parents en Autriche pour les protéger. Anaïsa avait essayé de rejoindre ses enfants lorsqu'elle avait été capturée. Elle n'avait pas dormi depuis 3 jours. Elle avait caché sa bague de mariage dans sa botte. Parfois, elle la touchait pour se souvenir de son mari. Elle n'avait pas mangé depuis 36 heures. Les 3 femmes avaient entendu la même chose. Leurs officiers leur avaient prédit ce qui leur arriverait si l'ennemi les capturait. Les soldats canadiens et britanniques leur feraient du mal. Les soldats américains seraient encore pires. Les soldats russes seraient les plus cruels de tous. Le film de propagande les montrait comme des monstres. Les émissions radio disaient la même chose. Les femmes capturées subiraient d'atroces souffrances. Lorsqu'elles furent arrêtées par les Canadiens, les femmes s'attendaient au pire. Mais les soldats se contentèrent de les fouiller et de les charger dans des camions. Ils séparèrent d'immédiat les femmes des hommes. Cela terrifia les prisonnières. Elles pensaient que c'était là que commenceraient les horreurs. Pourtant, les soldats se contentèrent de leur passer des chaînes aux poignets et de les charger dans des camions couverts. Les chaînes faisaient partie de la procédure habituelle pour déplacer les prisonniers, mais les femmes ne le savaient pas. Elles pensaient que ces chaînes n'étaient que le début. 47 femmes allemandes avaient été capturées ensemble près d'Oldenberg. La 3e division canadienne avançait rapidement à travers l'ouest de l'Allemagne. L'armée allemande s'effondrait. Certaines unités se rendaient, d'autres fuyaient. Les femmes ignoraient où elles étaient emmenées. Elles ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Greta murmurait des slogans nazis pour elle-même. Elle essayait de rester forte, de se rappeler sa formation. « Sois brave, ne montre aucune faiblesse, ne fais pas confiance à l'ennemi. » Elle serrait contre sa poitrine le médaillon de sa mère. C'était tout ce qu'il lui restait de chez elle. Leisel ne disait rien. Elle fixait simplement le sol du camion. Son épaule la lançait de douleur. Elle se demandait si elle reverrait un jour ses parents. Elle se demandait si leur ferme tenait toujours. Elle se demandait si elle allait mourir ici, loin de chez elle. Anaïsa observait tout. Elle remarquait comment les gardes se comportaient. Ils hurlèrent des ordres mais ne frappaient personne. Ils semblaient fatigués, pas cruels. Elle remarqua aussi que les camions étaient en bon état et que les gardes avaient suffisamment de provisions. Cela la perturbait. La propagande disait que les Alliés manquaient de tout, mais ces soldats avaient l'air bien nourris et bien équipés. Après 2 heures, le camion s'arrêta. Les femmes entendirent des bottes crisser sur le gravier à l'extérieur. Des voix anglaises lancèrent des ordres. La porte arrière s'ouvrit. La lumière du soleil inonda l'espace sombre du camion. Les femmes plissèrent les yeux contre la clarté. Elles aperçurent les silhouettes de soldats. Greta prit une profonde inspiration. Elle essaya de se préparer à ce qui allait suivre. Elle pensa à sa mère, à Hambourg. Elle espérait qu'elle était toujours en vie. Les ailes commença à trembler. Elle n'arrivait pas à s'arrêter. Son corps tout entier frissonnait.
Elle mordillait sa lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Anaïsa pensait à ses enfants en Autriche. Elle priait pour leur sécurité. Elle priait pour les revoir un jour. Les soldats leur firent de signes de sortir du camion. Les femmes descendirent prudemment. Les chaînes les gênaient dans leurs mouvements. Elles se mirent en ligne, clignant des yeux sous la lumière du soleil, attendant. Ce moment était censé marquer la fin de leur histoire. Tout ce qu'on leur avait enseigné le disait. Soldats ennemis, femmes capturées, chaînes, c'était là que les choses horribles se produisaient. Mais ce n'était que le début. Leurs véritables histoires allaient commencer, et rien, croyait-elle, ne les avait préparées à ce qui allait suivre. Le premier lieu de détention était une grande tente avec des sols en bois. La police militaire britannique se tenait aux côtés des soldats canadiens. Les femmes furent conduites à l'intérieur une par une. Leurs noms furent inscrits, leurs grades enregistrés. Un soldat demanda dans quelle unité chacune avait servi. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Un garde offrit à Greta une tasse d'eau et un morceau de pain. Greta fixa la nourriture. Elle ne la prit pas tout de suite. Elle pensa qu'elle pourrait être empoisonnée. Elle se dit que c'était peut-être un piège pour la rendre plus faible. Le garde posa la tasse et le pain sur la table avant de s'éloigner, sans insister. Laïselle saisit l'eau et la but rapidement. Elle avait une soif intense. Elle attendait dès qu'il se passe quelque chose de mauvais. Mais rien ne vint. L'eau était fraîche et propre, le pain était dur, mais réel. Elle le mangea en 3 bouchées. Anaïsa observait les gardes avec attention. Ils agissaient avec professionnalisme. Ils ne les regardaient pas de manière cruelle. Ils ne proféraient pas de menaces. Ils se contentaient pour de faire leur travail. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. 2 jours plus tard, les femmes furent transférées dans un port. C'était peut-être Kalala, mais Greta n'en était pas certaine. Environ 200 prisonniers allemands furent chargés sur un bateau. Ce navire avait servi d'hôpital auparavant. À présent, il transportait des prisonniers à travers la Manche. Les femmes eurent une section à part pour dormir, séparées des hommes. Des couvertures propres étaient étendues sur les couchettes. Laïselle toucha la couverture. Elle sentait le savon. Quand était-ce la dernière fois qu'elle avait dormi sous quelque chose de propre? Elle ne s'en souvenait plus. Le navire tanguait sur les vagues. Beaucoup de femmes furent prises de nausée. Greta sentit son estomac se tordre. Elle était déjà terrifiée et épuisée. Maintenant, elle se sentait aussi malade. Mais un médecin du bord vint vérifier leur état. C'était un capitaine canadien. Son badge disait « Morrison ». Il avait des yeux bienveillants. Il examina la plaie à l'épaule de Laïselle. Elle se recula, effrayée, mais ses mains étaient douces. Il nettoya la coupure et appliqua des bandages neufs. Il parlait un peu allemand. « Vous allez aller bien, mademoiselle », dit-il d'une voix calme. Laïselle ne savait pas quoi en penser. Pourquoi était-il gentil? Pourquoi ne la maltraitait-il pas? La nourriture à bord était simple. Une soupe claire, du pain qui n'était pas moisi. Elle arrivait à des horaires réguliers chaque jour. C'était plus de nourriture que Greta n'en avait eu depuis des semaines. En Allemagne, la nourriture était devenue rare. L'armée les nourrissait à peine. Parfois, elles passaient des jours sans presque rien. « Pourquoi nous nourrissent-ils » demanda Laïselle une nuit. Greta avait une réponse prête. « C'est un piège, ils veulent qu'on leur fasse confiance. Une fois arrivés chez eux, tout changera. » Mais même en disant cela, elle sentit un petit doute grandir en elle. Anaïsa remarqua des détails. L'équipage du navire avait suffisamment à manger. Les systèmes étaient bien organisés. Personne ne semblait affamé ou dans le besoin. La propagande disait que la Grande-Bretagne était à genoux. Les émissions de radio disaient que les Britanniques souffraient autant que les Allemands. Mais ce qu'elle voyait devant ses yeux racontait une histoire différente. Le 4e jour, ils arrivèrent à Southampton, en Angleterre. Les femmes aperçurent le quai depuis le bateau. Des Britanniques circulaient, faisant des choses normales. Des enfants jouaient près de l'eau. Oui, il y avait des bâtiments bombardés, mais on voyait aussi des travaux de construction, de nouveaux bâtiments en chantier. Les gens semblaient occupés, pas brisés. Les femmes furent montées dans des trains. Ce n'étaient mais pas des wagons à bestiaux. Ce étaient des wagons de voyageurs avec des sièges. Les fenêtres n'étaient pas barricadées. Les femmes pouvaient regarder à l'extérieur à mesure que le train traversait le sud de l'Angleterre. Laïselle posa son visage contre la vitre. Elle voyait des champs verdoyants, des villages intacts, des vaches paissant dans les prairies, de petits enfants à une gare qui leur faisait signe en passant. Les enfants semblaient en bonne santé, bien nourris. Où sont les ruines ?
demanda doucement Laezel. Où est la famine? Greta le remarqua aussi. Chaque kilomètre parcouru contredisait tout ce qu'on leur avait dit. La Grande-Bretagne était censée être détruite. Les gens étaient censés être affamés. Mais la campagne semblait paisible, presque intacte. 7 jours après leur capture, elles embarquèrent sur un autre navire à Liverpool. Celui-ci était plus grand, un navire de transport de troupes en direction du Canada. Près de 900 prisonniers allemands furent chargés à bord. Parmi eux, 76 femmes. Les femmes furent assignées à une section séparée. Il y avait des rideaux pour plus d'intimité. Les chaînes restèrent sur elles pendant l'embarquement, mais un garde dit à Anaïsa qu'elle serait enlevée une fois en mer. Il s'appelait le soldat Johnson. Il expliqua que son grand-père venait d'Allemagne, il y a des années. « Désolé pour les chaînes, madame », dit-il en allemand approximatif. « Règlement, elles seront enlevées une fois en mer. » Pourquoi s'excusait-il? Pourquoi lui disait-il cela? Anaïsa ne comprenait pas. La traversée de l'Atlantique dura 11 jours. La section des femmes était bondée. 76 femmes dans un espace prévu pour 60, mais ce n'était pas cruel. Chaque jour, elles recevaient des repas. De la bouillie au petit déjeuner, du pain et de la soupe à midi, du thé l'après-midi. Parfois il y avait de la confiture, parfois des fruits en conserve. Anaïsa comptait dans sa tête. Environ 2200 calories par jour, plus qu'elle n'en avait mangé en 6 mois en Allemagne. La plaie de Laezel fut vérifiée 2 fois par le médecin du navire. À chaque fois, il était doux et professionnel. Chaque fois, Laezel attendait quelque chose de mauvais. Chaque fois, rien de mauvais ne se produisit. Greta observait les soldats canadiens quand ils ne savaient pas qu'elle les regardait. Ils plaisantaient entre eux, ils riaient, ils étaient détendus. Ils n'étaient pas les fanatiques qu'elle avait imaginés. Ce n'étaient que des hommes ordinaires faisant leur travail. La dernière nuit avant d'arriver au Canada, Anaïsa n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans son lit, perdue dans ses pensées. L'équipage était bien nourri. Le navire fonctionnait de manière fluide. Tout se déroulait avec une efficacité désinvolte. Le Canada était censé être une colonie en difficulté, le partenaire faible de la Grande-Bretagne, à peine capable de se nourrir. Mais les preuves disaient tout autre chose. Et si ce mensonge en dissimulait d'autres? Le bateau accosta dans le port de Halifax le 30 avril. Hitler était mort, bien que les femmes ne le sachent pas encore. L'Allemagne était à quelques jours de son effondrement total. Leur ancien monde touchait à sa fin. Leur nouveau monde était sur le point de commencer. Le port de Halifax sentait l'eau salée et le diesel. Le brouillard matinal s'élevait de l'océan. La température avoisinait les 10 °. Frais, mais pas glacial. Les femmes se tenaient sur le pont, avec près de 900 autres prisonniers. Elles portaient encore leurs chaînes. Cela faisait maintenant 8 jours. Les poignets de Greta ne lui faisaient plus mal. Ils étaient juste engourdis. Les femmes se mirent en ligne devant un bâtiment de traitement. Elles s'attendaient à des foules en colère. Elles s'attendaient à ce que des gens leur jettent des objets ou crient. Mais elles ne virent que des opérations militaires bien organisées. Quelques civils passèrent, sans presque les regarder. Les installations portuaires étaient bien entretenues. Il n'y avait aucune trace de dommages causés par les bombes. Les fournitures étaient soigneusement empilées le long du quai. Un officier canadien s'approcha de la ligne de femmes. Il était grand et avait l'air fatigué. Son uniforme indiquait le grade de Major Douglas Campbell. Il devait être dans la fin de la quarantaine. Il s'arrêta lorsqu'il aperçut les chaînes aux poignets des femmes. Il les fixa un instant, puis se tourna vers un jeune officier à ses côtés. « Enlevez ça tout de suite », ordonna Campbell. L'officier plus jeune hésita. « Monsieur, le règlement dit… » Campbell le coupa. D'un ton ferme, il répliqua. « Elles ne s'échappent nulle part, et elles ne sont pas des animaux. Enlevez-les. » 10 minutes plus tard, toutes les 76 femmes avaient les chaînes retirées. Greta toucha ses poignets meurtris. Elle n'arrivait pas à parler. Elle avait porté ses chaînes pendant 8 jours. Elle pensait qu'elle les porterait pour toujours, ou jusqu'à ce que quelque chose de pire n'arrive. Laezel se mit à pleurer doucement. Elle enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient, mais elle resta immobile. Son esprit tournait à toute vitesse. Ils nous ont appelés pas des animaux. Qui fait ça? Quel genre d'ennemi dit ça? Le traitement se déroula dans un bâtiment chauffé. Chaque femme donna son nom et ses informations. Puis elles furent emmenées à une station de lavage. C'était la partie qu'elles redoutaient toutes. Mais tout fut fait de manière professionnelle. Les femmes bénéficièrent d'un peu d'intimité là où c'était possible. Personne n'était cruel ou brusque. Après le lavage, chaque femme reçut des vêtements neufs.
des surplus militaires canadiens. Les vêtements étaient propres. Il sentait le savon. Du vrai savon. Greta prit un t-shirt et le colla contre son visage pour en respirer l'odeur. Quand était-ce la dernière fois que quelque chose qu'elle possédait sentait aussi propre? Puis vinrent les douches, de l'eau chaude, du véritable savon. Laezel resta longtemps sous l'eau. C'était sa première vraie douche en 12 jours, peut-être même plus. L'eau chaude coulait le long de son dos. Elle regardait la saleté disparaître dans le drain. Quelque chose en elle se brisa. Pas de façon négative, mais d'une manière qui laissait entrer quelque chose d'autre. Quelque chose comme de l'espoir ou de la confusion, ou les deux. Un médecin examina la plaie à l'épaule de Laezel. C'était une femme en uniforme. Le docteur Margaret Chen. Elle parlait un peu allemand. « Cela guérit bien, dit-elle. Nous vérifierons chaque semaine. Si vous ressentez de la douleur, dites-le nous immédiatement. » Sa voix était gentille, mais professionnelle. Le premier repas sur le sol canadien suivit. Le mess était chaud. Chaque femme reçut un plateau en métal. Dessus, il y avait 250 grammes de ragoût de bœuf, 2 tranches de pain avec du vrai beurre, du thé sucré et une petite portion de fruits en conserve. Greta fixa la nourriture. Cela faisait environ 850 calories dans un seul repas. Plus de nourriture qu'elle n'en avait vue en une seule fois depuis 6 mois. Laezel mangea lentement. Elle s'attendait à ce que quelqu'un lui retire son assiette. Mais personne ne vint. Elle mangea tout. Son ventre se sentit plein pour la première fois depuis longtemps. Anaïsa observa les gardes qui mangeaient. Ils mangeaient dans la même cuisine, la même nourriture. Ils ne mangeaient pas des repas meilleurs que ceux des prisonniers. Tout le monde avait la même chose. Greta n'arriva pas à finir son repas. Son estomac s'était rétréci à force de manquer de nourriture. Un garde remarqua. Il lui demanda en allemand hésitant si elle allait bien. Elle hocha la tête rapidement. Elle avait peur, mais il s'éloigna sans rien dire. Il ne la punissait pas pour n'avoir pas terminé. Plus tard dans la journée, elles furent montées dans des bus, pas des camions, des bus avec des sièges. Elles allaient dans un camp d'internement. Le garde leur expliqua qu'il s'appelait Camp 30 à Bowmanville, en Ontario, à environ 350 miles à l'ouest. Les 76 femmes furent entières réparties entre 3 bus. Greta, Laezel et Anaïsa finirent par être ensemble. Le trajet dura 8 heures. Les femmes restèrent dos fixé sur les fenêtres tout le long. Elles virent de petites villes canadiennes intactes, en plein fonctionnement. Des enfants jouaient dans les cours d'école. Les stations-service avaient du carburant. Les vitrines des magasins étaient pleines de produits. Les fermes avaient des vaches et des chevaux en bonne santé. « Comment est-ce possible » murmura Laezel. « Ils sont censés souffrir aussi. » Anaïsa fit des calculs dans sa tête. Si c'était une colonie en difficulté, qu'était-ce que l'Allemagne? Qu'était-ce que tout ce qu'on leur avait dit? Le 1er mai 1945, elles arrivèrent au camp 30. De l'extérieur, il ressemblait à un camp de prisonniers. Double clôture, tour de garde, fils barbelés, tout correspondait à leurs attentes. Mais lorsque le bus franchit les portes du camp, l'intérieur semblait différent. Des rangées de baraques en bois étaient disposées de manière ordonnée. Environ 600 prisonniers étaient déjà présents, principalement des hommes, allemands et italiens. La section des femmes était séparée, un espace réservé dans le camp principal, avec 6 baraques uniquement pour elles, conçues pour accueillir un total de 120 femmes. Avec les nouvelles arrivantes, elles étaient maintenant 94. Greta, Laezel et Anaïsa furent assignées à la baraque 3. 24 femmes allaient y vivre ensemble. À l'intérieur, il y avait des lits superposés doubles, 12 ensembles au total. Chaque femme avait 2 couvertures, un oreiller et des draps propres. Il y avait de petits casiers pour les effets personnels. Un poêle à bois trônait au centre de la pièce. Les fenêtres étaient en vrai verre. Des lumières électriques pendaient du plafond, et elles fonctionnaient. Greta toucha le matelas. Un vrai matelas, pas de la paille, pas des chiffons, un véritable matelas avec du rembourrage. Elle pensa à sa famille à Hambourg. Ils avaient les quais dormi sur des nattes l'hiver dernier. Le dîner fut servi à 18 heures dans le mess des femmes. De la soupe de pommes de terre, du pain, de la margarine, du thé. Les portions étaient suffisantes, pas généreuses, mais pas de la famine non plus. Une femme nommée Helga, qui était là depuis quelques semaines, s'assit près d'elle. Elle leur parla de la routine quotidienne, des affectations de travail, des lettres à envoyer à la maison, des règles et des horaires.
Ce n'est pas ce qu'on attendait, dit Helga. Ici, ils suivent d'art des règles. Ils appelaient ça la Convention de Genève. Greta n'y crut pas. Elle pensait que c'était temporaire, un piège. Cette nuit-là, les lumières s'éteignirent à 22 heures. Greta resta allongée dans son lit, regardant le plafond noir. Elle toucha ses poignets, là où les chaînes avaient été. La peau était encore tendre. Laïsel murmura depuis son lit du dessous. « Tu crois qu'on est vraiment en sécurité ici ?» Personne ne répondit pendant un long moment. Anaïsa finit par parler. « Je ne sais plus quoi penser. » Elle pensa à ses enfants en Autriche. Elle pensa aux chaînes enlevées. Elle pensa aux mots. Ils ne sont pas des animaux. Ces gens étaient censés les détruire. Et pourtant, ils leur avaient montré autre chose. Quelque chose qu'Anaïsa n'arrivait pas encore à nommer. La dissonance cognitive commençait à peine. Le réveil sonna à 6h30 le matin. Greta ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle oublia où elle était, puis qu'elle se rappela. Le Canada, un camp de prisonniers. Mais elle avait dormi dans un vrai lit, sous des couvertures propres. Elle se leva lentement. Le petit déjeuner arriva à 7h. De la bouillie avec un peu de sucre, du pain, de la confiture, du thé. Plus de nourriture que Greta n'en mangeait la plupart des matins en Allemagne. Elle n'arriva même pas à tout finir. L'appel des prisonniers eut lieu à 8h. Les femmes se mirent en ligne dehors, près de la baraque. Un garde les compta. Il était poli. Il ne criait pas. Tout cela prit 10 minutes. Ensuite, les affectations de travail commencèrent à 8h30. Greta fut assignée à la laverie du camp. Laïsel alla à la cuisine, son épaule étant encore en convalescence. « Travail léger », dirent-ils. Anaïsa fut envoyée au bureau administratif. Quelqu'un remarqua qu'elle avait des études et une belle écriture. Les installations de la laverie étaient comme rien de ce que Greta avait jamais vu. Des machines industrielles alimentées par électricité longeant un mur. De l'eau chaude coulait des tuyaux à l'aide d'un robinet. 180 kg de linge étaient lavés chaque jour. Greta avait lavé des vêtements à la main toute sa vie, dans de l'eau froide avec du savon agressif qui lui faisait mal aux mains. Ses articulations portaient encore les cicatrices. 2 superviseuses canadiennes géraient la laverie. Toutes 2 étaient civiles. L'une s'appelait Madame Patterson, environ 52 ans. Son mari était à l'étranger, dans l'armée canadienne combattant les Allemands. Elle devrait nous détester, pensa Greta. Mais Madame Patterson leur montra simplement comment utiliser les machines. Gentille mais ferme. Aucune haine dans ses yeux. Juste du travail à faire. Cela perturba Greta bien plus que de la cruauté l'aurait fait. Un matin, Madame Patterson demanda à Greta d'où elle venait. « Hambourg », répondit-elle tranquillement. Madame Patterson acquiesça. « Une belle ville. J'espère qu'elle survivra à la guerre. » Greta se figea. Hambourg avait été lourdement bombardée par ses mêmes alliés. Les avions britanniques et américains avaient détruit des quartiers entiers. Des dizaines de milliers de personnes étaient mortes. Et cette femme espérait que la ville survive. Cela n'avait aucun sens. À la cuisine, Laïsel découvrit quelque chose qui brisa sa perception du monde. Le local de stockage était immense. Des étagères allant du sol au plafond étaient pleines de conserves, de légumes, de fruits, de viande, de soupe, de haricots, assez de nourriture pour nourrir tout son village pendant des mois. Et cela ce n'était que pour un seul camp. Le sergent Williams la surprit en train de fixer tout ça. C'était un homme imposant avec une voix forte, mais des yeux bienveillants. « C'est la première fois que tu vois autant de nourriture, hein ?» Laïsel ne fit qu'acquiescer. Il haussait les épaules. « Le Canada et Kolezit Sekena est le grenier du monde. On produit plus qu'on ne peut manger. » Il lui montra le planning des livraisons. De la farine par tonne, du sucre, du café, des légumes en conserve, de la viande fraîche. Les chiffres n'avaient aucun sens. Elles avaient en souffert de la faim chez elles, tout en étant nourries de mensonges sur la famine des Alliés. Les chiffres étaient simples maintenant. On leur avait menti sur tout. Anaïsa travaillait au bureau administratif. Elle traitait le courrier et tenait les dossiers. Le bureau était équipé de machines à écrire, de papier carbone, de classeurs avec des dossiers bien organisés. Chaque prisonnier avait son propre dossier. Dedans se trouvait la date de leur capture, les informations sanitaires, l'affectation au travail, ainsi que les éventuelles sanctions disciplinaires. Sur le mur, un poster de la Convention de Genève était affiché, en anglais et en allemand. L'article 25 stipulait que les prisonniers devaient être maintenus dans des conditions aussi bonnes que celles des soldats qui les gardaient. Anaïsa le lut 3 fois. Puis, elle regarda autour d'elle dans le bureau. Le camp suivait vraiment ses règles. Exactement. Ni mieux, ni pire. Juste tel qu'écrit.
Le déjeuner arriva à midi. De la soupe, un sandwich, parfois des fruits, s'ils en avaient. Puis vint le temps de loisirs de 13 heures à 15 heures. Le quartier des femmes disposait d'un terrain de volley-ball, d'une petite bibliothèque, de bancs plus tessins pour s'asseoir, de jardins que les prisonnières précédentes avaient plantés. La bibliothèque comptait 47 livres en allemand. Des Canadiens allemands locaux elle avait donnés. Greta trouva un exemplaire de Goethe. Elle le tint comme un trésor. La dernière fois qu'elle avait lu pour le plaisir, c'était il y a 2 ans. Peut-être plus. Laïsel observait les gardes pendant leur pause. Ils plaisantaient entre eux, partageaient des cigarettes. Un garde lança une balle de baseball à un autre. Ils semblaient ennuyés, normaux, comme des gens ordinaires faisant un travail ordinaire. Le soir, les prisonniers pouvaient écrire une lettre par semaine. Les lettres étaient lues par les censeurs, puis envoyées à la Croix-Rouge qui les transférait vers l'Allemagne. Anaïsa écrivit d'abord à ses enfants. Elle ne pouvait pas leur dire exactement où elle se trouvait. Elle ne pouvait pas en dire trop, mais elle leur expliqua qu'elle allait bien, qu'on la nourrissait, qu'elle n'était pas blessée. Elle aurait voulu écrire plus. Elle voulait dire que l'ennemi la traitait mieux que son propre armée l'avait fait cette année-là. Mais comment pourrait-elle dire cela à ses enfants ? Elle se contenta de mots simples. « Je suis soignée, ne vous inquiétez pas ». Greta écrivit à sa mère à Hambourg. La lettre était formelle et raide. « Je suis prisonnière, mais les conditions sont acceptables. Je maintiens mon devoir envers la patrie. » Elle ne mentionna pas que les chaînes avaient été enlevées. Elle ne parla pas de la nourriture ni de la gentillesse. Elle ne pouvait pas réconcilier tout cela avec ce qu'elle croyait, alors elle n'en dit rien. Laïsel écrivit à ses parents, à leur ferme en Bavière. Sa lettre était honnête et simple. « Je vais bien. Ils nous nourrissent. Personne ne m'a fait de mal. Je pense à la maison chaque jour. » Puis elle ajouta une ligne de plus. « Les gardes ont enlevé nos chaînes et se sont excusés pour elles. Je ne comprends plus cette guerre. » Le dîner arriva à 17h30, des portions similaires à celles du déjeuner. Après le dîner, c'était du temps libre jusqu'au coucher du soleil. Les femmes de la baraque 3 parlaient tranquillement. Des perspectives différentes se dessinaient. Les femmes plus âgées s'adaptaient au plus vite. Elles avaient vues plus de choses dans la vie. Elles étaient plus sceptiques quant à ce qu'on leur avait dit. Les plus jeunes avaient fait du mal. Leur vision du monde s'effondrait. Une femme nommée Erika prit la parole un soir. Elle avait 44 ans, ancienne infirmière. « J'étais à Stalingrad comme auxiliaire médicale. J'ai vu nos hommes gelés, mourir de faim, mourir par milliers. On nous disait que c'était un sacrifice nécessaire, que les Alliés souffraient autant que nous. » Elle désigna les baraques chaudes et la cuisine bien fournie. « Est-ce que cela ressemble à de la souffrance pour vous ?» Le silence en disait long. Greta resta éveillée cette deuxième nuit au camp. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Les chaînes enlevées, la gentillesse de Madame Patterson à propos de Hambourg, les machines industrielles, l'abondance de tout. Son système de croyance disait que les Allemands étaient supérieurs. Les Alliés étaient faibles et décadents. Par conséquent, les Alliés devaient souffrir encore plus que l'Allemagne. Mais la réalité montrait quelque chose de complètement différent. Les Alliés avaient plus que l'Allemagne n'en avait jamais eu. Ils traitaient les prisonniers avec dignité. Ils suivaient des règles écrites. Une pensée intrusive s'immisça dans l'esprit de Greta, une pensée dangereuse. Et si on nous avait menti sur certaines choses? Elle essaya de la repousser, mais elle restait là, grandissant à chaque heure qui passait. Laïsel arrêta d'attendre le pire. Le 3e jour, elle accepta que c'était réel. Ils allaient vraiment la nourrir. Ils n'allaient pas lui faire de mal. Le sergent Williams lui enseigna comment faire du pain à la canadienne. Elle rit en pétrissant la pâte. Vraiment rit. Puis elle se sentit coupable d'avoir ri. Williams remarqua. « C'est bon de rire, gamine, » dit-il doucement. « La guerre est presque finie de toute façon. » Finie ? Laïsel leva les yeux. Elle ne savait pas à quel point la fin était proche. Anaïsa continua d'explorer par son travail administratif. Le camp 30 abritait actuellement 630 prisonniers. Il existait 12 autres camps à travers le Canada. En tout, environ 34 000 prisonniers allemands. Tous étaient traités conformément aux mêmes règles de la Convention de Genève. Un jour, Anaïsa trouva une note dans un dossier qui lui coupa l'appétit. Mais 1945, la nouvelle de la capitulation allemande serait annoncée progressivement afin d'éviter une crise psychologique parmi les prisonniers. L'Allemagne s'était déjà rendue ou allait bientôt se rendre. Anaïsa ne dit rien aux autres. Pas encore. Une semaine passa. Le 7 mai 1945, la routine était installée.
Travail, repas, lettres, sommeil. Greta résistait encore à accepter la réalité, mais des questions lui trottaient dans la tête. Laezel s'adaptait, trouvant de petits moments de paix. Anaïsa observait tout, comprenant plus qu'elle ne voulait. Ce soir-là, le commandant du camp ordonna une assemblée, tous les prisonniers dans la cour principale. Une annonce allait être faite. Les 3 femmes se tinrent ensemble. Greta murmura « Et maintenant ?» Anaïsa savait, mais elle ne le dit pas à voix haute. Tout était sur le point de changer encore une fois. Les 630 prisonniers se tenaient dans la cour principale. Il était 18 heures. La température était d'environ 13 degrés. Une brise fraîche soufflait de l'est. La section des femmes était séparée de celle des hommes, mais tout le monde pouvait se voir. Le commandant du camp, le colonel Davis, s'avança vers un podium en bois. Un caporal germano-canadien se tenait à côté de lui. Il serait l'interprète. L'estomac de Greta se contracta. Elle sentait que c'était une mauvaise nouvelle. Quelque chose de terrible approchait. Elle le pressentait. Le colonel Davis se racla la gorge. Il parla en anglais et l'interprète traduisit phrase par phrase. « J'ai un communiqué à faire concernant la guerre en Europe. » Un silence tomba instantanément. 630 personnes retenaient leur souffle. À 2h41 hier matin, le 7 mai, l'Allemagne a signé sa reddition inconditionnelle aux forces alliées à Reims, en France. Pause. Les mots de l'interprète suspendus dans l'air. La guerre en Europe est terminée. Le silence dura peut-être 5 secondes. Puis les réactions explosèrent dans la cour. Certains hommes allemands pleurèrent ouvertement. D'autres se figèrent, rigides comme des statues. D'autres encore s'effondrèrent à genoux. Parmi les femmes, les plus jeunes éclatèrent en sanglots. Les plus âgées restèrent immobiles. Les jambes de Greta faillirent à la lâcher. Laezel lui saisit le bras pour la soutenir. Anaïsa ferma les yeux. Elle savait que cela allait arriver, mais l'entendre à voix haute rendait tout cela réel. Le colonel Davis reprit la parole. « Vous resterez ici en tant que prisonnier de guerre jusqu'à ce que les arrangements de rapatriement soient établis avec le gouvernement d'occupation allemand. Cela pourrait prendre des mois, voire plus longtemps. » Il marqua une pause. « Vous continuerez à être traités conformément à la Convention de Genève. Vos familles seront informées de votre statut par la Croix-Rouge. » Sa voix se fit légèrement plus douce. « Je sais que cette nouvelle est difficile. Le personnel médical et les aumôniers sont disponibles si vous en avez besoin. » Puis il ajouta quelque chose d'inattendu. « Beaucoup d'entre vous auront des questions sur ce qui se passe chez vous. Nous vous fournirons autant d'informations que possible. » Il congédia l'assemblée. Les prisonniers regagnèrent leur baraque en silence. Un lourd choc planait sur le camp comme un brouillard. Dans la baraque 3, 24 femmes tentèrent de digérer ce qu'elles venèrent d'entendre. Certaines étaient hystériques. « Que va-t-il se passer pour nous maintenant ?» pleurèrent-elles. D'autres étaient en colère. « Ils mentent. L'Allemagne ne peut pas être vaincue. » D'autres restaient silencieuses, incapables de parler. Greta resta sur son lit, tremblante. Le Reich millénaire, la victoire inévitable, la supériorité allemande. Tout ce qu'elle avait cru toute sa vie d'adulte, tout cela était parti, disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Laezel posa la question que tout le monde se posait. Que va-t-il se passer pour l'Allemagne maintenant ? Personne n'eut de réponse. 1 heure plus tard, quelque chose d'étrange se produisit. Madame Patterson apparut à la porte de la baraque. Cela était inhabituel. Les civils entraient rarement dans les quartiers des prisonniers. Elle portait une boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient des paquets de thé, des biscuits et des barres de chocolat. Le soldat Schmidt l'accompagnait. Il était jeune et parlait couramment l'allemand. Il traduisit pour Madame Patterson. Elle parla lentement, pour qu'il puisse suivre. « Je sais que cette journée est difficile, » dit Madame Patterson à travers Schmidt. « J'ai perdu mon fils en Italie il y a 2 ans. La guerre est terrible pour tout le monde. » Elle fit une pause. Certaines femmes levèrent les yeux. Greta la fixa. « Mais vous êtes en sécurité ici, et quand vous rentrerez chez vous, vous contribuerez à bâtir quelque chose de mieux. » Madame Patterson traversa la baraque en distribuant les friandises, de véritables barres de chocolat. Greta se souviendrait de ce moment pendant les 58 années suivantes, jusqu'à sa mort. Madame Patterson s'arrêta près du lit de Greta. Elle lui caressa doucement l'épaule. « Tu es jeune, tu as un avenir, ne le gaspille pas dans l'amertume. » Puis elle quitta la pièce en silence. Greta tenait la barre de chocolat dans ses mains. Le fils de cette femme était mort en combattant des Allemands comme Greta.
Peut-être que son fils était mort en combattant les camarades de Greta, et cette femme leur apporta du chocolat le jour où leur monde s'effondrait. Quelque chose de fondamental se brisa en Greta. Pas son esprit, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui maintenait ses croyances ensemble. Cette nuit-là, personne dans la baraque 3 ne dormit. Des conversations chuchotées remplirent l'obscurité. Laïzel demanda « La ferme de mes parents, tu crois qu'elle est toujours debout ?» Une autre femme dit « Mon mari était sur le front de l'Est. Si l'Allemagne a capitulé, qu'est-il devenu ?» Enfin Greta parla. Sa voix était calme mais claire. « On nous a dit que les Alliés détruiraient l'Allemagne, violeraient, pilleraient, se vengeraient. » Elle marqua une pause. « Ils ont enlevé nos chaînes. Ils nous nourrissent. Ils nous ont donné du chocolat alors que notre nation mourait. » Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Anaïsa répondit depuis son lit. « Cela signifie que tout ce qu'on nous a enseigné était un mensonge. » Le matin suivant, le 9 mai, la routine continua. Réveil, petit déjeuner, affectation de travail. Mais tout semblait différent. Le monde avait pris fin hier. Pourtant, les machines à laver devaient encore fonctionner. Le pain dans la cuisine devait encore être cuit. Greta se rendit à la laverie. Madame Patterson lui montra comment utiliser la machine à repasser. « Tu es douée de tes mains, » dit-elle. « Tu étais enseignante. C'est ça ?» Greta acquiesça. « Tu enseignerais à nouveau. L'Allemagne aura besoin de bons professeurs après ça. »« Après quoi ?» demanda Greta. Le visage de Madame Patterson devint sérieux. « Après qu'on ait nettoyé les camps. »« Les camps ?» demanda Greta confuse. « Les camps de concentration. Les nouvelles commencent à sortir maintenant. Ce qu'ils ont fait aux gens là-bas. » Greta sentit un froid glacial. C'était de la propagande. Les mensonges des Alliés. Le visage de Madame Patterson se durcit. « J'aimerais que ce soit le cas. » Au cours de la semaine suivante, des journaux arrivèrent au camp. Ils étaient censurés mais contenaient des informations. Des articles sur les camps de concentration libérés, des photographies de Bergen-Belsen, de Dachau, de lieux que Greta n'avait jamais entendus. Anaïsa les vit d'abord dans le bureau administratif. Elle se sentit physiquement malade en regardant les images. Des tas de corps, des survivants squelettiques. La preuve était indéniable. Certaines femmes refusèrent de regarder. « Propagande ennemie » crièrent-elles. D'autres regardaient, mais ne pouvaient traiter ce qu'elles voyaient. Leur esprit rejetait la réalité. Anaïsa se força à lire chaque mot. Elle pensa à son mari, mort sur le front de l'Est. « Pourquoi es-tu mort ?» murmura-t-elle. 2 semaines après l'annonce de la reddition, Greta atteignit son point de rupture. C'était le 23 mai, une journée de travail normale à la laverie. La sœur de Madame Patterson vint rendre visite. Elle apporta son neveu, un petit garçon d'environ 8 ans. Il venait de Toronto. Cheveux blonds, yeux brillants, plein d'énergie. Il fit signe à Greta à travers la fenêtre. Elle lui rendit son salut sans y penser. Madame Patterson le remarqua et sourit. « Il aime tout le monde. C'est un bon garçon. » Quelque chose se brisa en Greta. Pas quelque chose qui se cassait, mais quelque chose qui se mettait en place. Ou peut-être qui se désintégrait. Elle ne savait pas trop. La gentillesse, la normalité, l'humanité d'un enfant qui fait signe, mise en contraste avec la propagande sur des ennemis sous-humains, mise en contraste avec les photographies des camps de concentration, mise en contraste avec tout ce qu'elle avait cru toute sa vie. Elle s'excusa, alla aux toilettes et pleura pour la première fois depuis sa capture. Des sanglots profonds et tremblants venus de quelque part qu'elle ne savait pas exister. Tout était un mensonge. Tout. Sa vie entière avait été bâtie sur des mensonges. Ce soir-là, dans la baraque 3, les femmes se divisèrent en factions. Celles qui niaient encore la réalité, celles qui acceptaient la défaite mais restaient amères, et celles qui se transformaient. Greta parla pour la première fois de ce qu'elle ressentait. « J'étais enseignante, dit-elle. J'ai enseigné aux enfants que les Allemands étaient supérieurs. J'ai cru chaque mot. » Elle regarda ses mains. Ses mains ont enseigné des mensonges aux enfants. Anaïsa répondit calmement. « Alors, utilise-les pour enseigner la vérité. »« Comment ?» demanda Greta, sa voix brisée. « Comment revenir en arrière et affronter ce que nous avons fait ?» Les ailes toujours pragmatiques répondit simplement « Un jour à la fois, en commençant ici, en commençant maintenant. » Cette nuit-là, Greta écrivit une lettre différente à sa mère. Une lettre honnête. « Maman, l'Allemagne a capitulé. Je suis prisonnière au Canada, mais je suis traitée avec plus de dignité ici que ce que j'ai vu dans notre propre pays cette dernière année.
Les gardes ont enlevé nos chaînes et nous ont appelés des êtres humains. C'est notre ennemi qui a fait cela. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais je sais que tout ce que nous avons cru était faux. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite, mais je suis en vie et je pense enfin clairement. » Elle scella la lettre et la remit au censeur. Elle savait qu'elle ne parviendrait peut-être jamais à Hambourg, mais elle avait besoin de l'écrire de toute façon. La transformation avait commencé. Juin 1945. Un mois s'était écoulé depuis la reddition de l'Allemagne. La baraque 3 avait changé. Les 24 femmes ne se sentaient plus comme un seul groupe. Elles s'étaient divisées en 3 camps différents. 8 femmes croyaient toujours aux anciennes façons. Elles naient que la défaite soit réelle. 7 femmes acceptaient que l'Allemagne ait perdu, mais se sentaient amères à ce sujet. Elles blâmaient les dirigeants, pas les idées. 9 femmes s'étaient complètement transformées. Ce groupe comprenait Greta, Leisel et Anaïsa. Les tensions grandissaient chaque soir. Des disputes éclataient après l'heure de l'extinction des feux. Des amitiés se brisaient. Des femmes qui avaient partagé un lit pendant des semaines ne se parlaient plus. Greta se retrouva à défendre le traitement canadien contre celles qui pensaient que la gentillesse signifiait la faiblesse. « Ils ne nous frappent pas parce qu'ils ont gagné », dit Greta une nuit. « Non, » se corrigea-t-elle, « ils ne nous frappent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de le faire. » Le camp offrait des cours d'anglais volontaires 2 fois par semaine. Une bénévole locale les enseignait. Elle s'appelait Madame Brennan. Elle avait 62 ans et avait été enseignante avant de prendre sa retraite. 34 prisonniers s'inscrivirent au cours. Anaïsa s'inscrivit immédiatement. Leisel s'inscrivit aussi, bien qu'elle soit nerveuse à l'idée. Greta hésita. Apprendre la langue de l'ennemi lui semblait une trahison. Mais trahison de quoi ? D'un régime qui lui avait menti sur tout. Elle s'inscrivit lors de la 2e semaine. Madame Brennan était patiente et encourageante. Elle apportait des livres d'images, des journaux simples, des livres faciles conçus pour les enfants. Anaïsa excellait rapidement. Elle connaissait déjà un peu l'anglais avant la guerre. Leisel avait des difficultés avec la prononciation, mais elle faisait des efforts. Greta découvrit quelque chose de merveilleux. Elle adorait enseigner à nouveau. Elle aida les autres élèves à pratiquer leurs lettres et mots. À la laverie, Greta était maintenant chargée des machines complexes. Madame Patterson lui racontait des histoires sur sa vie en Ontario. Son mari était encore en train de se battre en Hollande. Elle s'inquiétait pour lui, mais restait pleine d'espoir. Elle parlait de leur ferme en dehors de la ville, de 3 vaches laitières, d'un troupeau de poules. Elle voulait agrandir son exploitation laitière après la guerre. Peut-être accueillir des réfugiés allemands ? Demanda Greta, stupéfaite. Les réfugiés sont des réfugiés, dit simplement Madame Patterson. Les orphelins de guerre ont besoin de foyers, peu importe d'où ils viennent. Cette compassion désinvolte choquait encore Greta à chaque fois. Un après-midi, une machine à laver tomba en panne. Le moteur émit un bruit de grincement avant de s'arrêter. Greta la regarda attentivement. Elle avait toujours été douée pour résoudre les problèmes. Elle ouvrit le panneau arrière et vit qu'une courroie s'était détachée. Elle la fixa en 10 minutes. Madame Patterson observa son travail. « Tu vois, tu es bonne pour ça. Tu es une femme intelligente. » C'était le premier compliment que Greta recevait depuis sa capture, qui ne portait pas sur l'obéissance ou le respect des ordres. C'était un compliment sur ses compétences, son intelligence, son humanité. À la cuisine, le sergent Williams remarqua la fiabilité de Leisel. Il la promut assistante boulangère. Elle était toujours une prisonnière, mais elle occupait désormais un rôle de confiance. Il lui enseigna des recettes canadiennes, des tartes au beurre, du pain à la banane. Elle nota soigneusement les recettes. Elle pensa à les enseigner un jour à sa mère, de retour à la ferme. Un jour, Williams lui demanda comment elle vivait avant la guerre. Leisel lui raconta la vérité. La pauvreté à la ferme, jamais assez de nourriture. S'être enrôlée dans l'armée parce que l'armée lui offrait 3 repas par jour. Williams resta silencieux un moment, puis il dit « La guerre profite des gens comme toi, des gens désespérés. Je suis désolé que ça t'arrive. »« Pourquoi tu es désolé ?» demanda Leisel. « Tu n'es pas celle qui… » Elle s'arrêta en plein milieu de la phrase. La réalisation la frappa durement. Ce n'était pas lui qui lui avait menti, c'était son propre gouvernement qui l'avait fait. Anaïsa reçut davantage de responsabilités dans le bureau administratif. Elle traitait maintenant les papiers de rapatriement. Elle apprit que l'Allemagne avait été divisée en 4 zones d'occupation, américaine, britannique, française, soviétique.
Les prisonniers seraient renvoyés chez eux progressivement. Les mères avec enfants seraient envoyées en premier. Puis ceux qui avaient de graves problèmes de santé, et enfin tout le reste. Un après-midi, elle traita son propre dossier. Son statut était en attente. L'emplacement de ses enfants avait été confirmé. Ils étaient en sécurité en Autriche. Sa date estimée de rapatriement était la fin de l'année 1945 ou début 1946. Plusieurs mois supplémentaires au Canada, peut-être plus. Elle fut surprise de découvrir qu'elle n'était pas dévastée par cette nouvelle. Elle avait une routine ici, un but, la sécurité. Qu'est-ce qui l'attendait en Allemagne? Des décombres, l'occupation, la honte. Le lieutenant Morrison remarqua à quel point Anaïsa était compétente. Un jour, il lui demanda si elle avait travaillé dans l'administration avant la guerre. « J'étais secrétaire juridique à Berlin », répondit-elle. « Avant quoi ? » ?»« Avant tout ça. » Il ne poussa pas plus loin. Il était toujours respectueux. Quelques jours plus tard, il lui demanda « Que ferez-vous lorsque vous retournerez ? » ?»« Trouver mes enfants. Ensuite, je ne sais pas, il n'y a plus rien là-bas. »« Il y a moi, » dit Morrison. « C'est quelque chose. » Ces petites gentillesses s'accumulaient, jour après jour, semaine après semaine, elles se superposaient comme des couches de peinture jusqu'à ce qu'Anaïsa ne se souvienne même plus de ce qu'elle avait été avant. Les lettres écrites par les femmes reflétaient leur transformation. Les premières lettres de Greta étaient anti-factuelles et défensives. À la 7e semaine, elles étaient complètement différentes. « Maman, je dois te dire quelque chose de difficile, » écrivit-elle. Les camps de concentration étaient réels. J'ai vu les photographies. J'ai lu les témoignages. Qu'est-ce qui a été fait en notre nom ? Les Canadiens ici nous traitent avec plus d'humanité que ce que nous avons montré aux autres. Cela me fait honte, mais cela me donne aussi de l'espoir que l'humanité existe encore, même après ce que nous avons fait. Les lettres de Laïsel restaient honnêtes dès le départ. Papa, le sergent des gardes, Williams, m'a demandé des informations sur notre ferme. Il veut en savoir plus sur les méthodes laitières bavaroises. Il me traite comme une personne qui sait des choses précieuses. J'apprends l'anglais. J'apprends que tout le monde en dehors de l'Allemagne n'est pas mauvais. J'apprends que, peut-être, nous étions ceux qui avons fait des choses mauvaises. Anaïsa écrivit soigneusement à ses enfants. Ils n'avaient que 6 et 9 ans. Elle ne pouvait pas encore tout leur dire. Je suis en sécurité et je travaille. Les gens ici sont gentils. Quand je rentre à la maison, nous construirons une nouvelle vie ensemble. Dans son journal intime, elle écrivit ce qu'elle ne pouvait leur dire. Comment expliquer que leur père soit mort pour un mensonge, que leur mère ait servi ce mensonge volontairement? Comment vivons-nous avec cela? Le 15 juillet, la tension dans la baraque 3 explosa enfin. Après l'extinction des feux, une femme nommée Brigitte confronta les femmes transformées. Brigitte avait 28 ans. Elle avait été membre du parti nazi avant la guerre. « Vous êtes toutes des traîtresses, dit-elle bruyamment. Des collaboratrices, des faibles. » Anaïsa répondit calmement. « Nous sommes devenus honnêtes. Il y a une différence. » « Elles vous nourrissent et vous oubliez tout ce pourquoi l'Allemagne a existé, cria Brigitte. Greta prit la parole d'une voix calme. « L'Allemagne a existé pour des mensonges. J'ai enseigné ces mensonges aux enfants. Je ne me pardonnerai jamais pour cela. »« Vous êtes pathétique, » cracha Brigitte. « Attendez que nous rentrions chez nous. Vous verrez l'Allemagne se relever. » Laïsel surprit tout le monde par sa fermeté. « J'espère que l'Allemagne se relèvera. Mais pas cette Allemagne. Plus jamais cette Allemagne. » La discussion s'intensifia. Les voix s'élevèrent. Les gardes durent intervenir. Le lendemain, l'administration du camp prit une décision. Elles furent séparées en différentes baraques en fonction de leurs attitudes. 14 femmes furent transférées à la baraque 5. Elles s'étaient auto-sélectionnées comme groupe transformé. Greta Laïsel et Anaïsa étaient parmi elles. L'atmosphère était complètement différente ici. Les femmes avaient trop des conversations honnêtes. Elles se soutenaient mutuellement. Elles s'aidaient à traiter le traumatisme, la culpabilité et la confusion. Elles se surnommaient affectueusement Die Erwachten, les éveillés. C'était à moitié une blague, à moitié sérieux. Elles formèrent un groupe d'études, pratiquaient l'anglais ensemble, discutaient de philosophie, planifiaient leur avenir. Le soldat Schmidt, l'interprète germano-canadien, se joignait parfois à leurs discussions. Ses parents avaient immigré en 1928, fuyant avant que les nazis n'arrivent au pouvoir. Un soir, les femmes lui demandèrent directement
Tu nous détestes ? Je déteste ce qu'est devenue l'Allemagne, répondit-il honnêtement. Je ne vous déteste pas. Vous êtes aussi des victimes, à votre manière. Des victimes ? Défia Greta. Nous avons participé, certaines plus que d'autres, mais oui, vous avez participé. Reconnaître cela est le premier pas vers l'avant. Il leur recommanda des livres de la bibliothèque du camp. Elles commencèrent un club de lecture informel, des auteurs comme Goethe et Hess. Elles redécouvraient la culture allemande qui n'avait pas été polluée par l'idéologie nazie. En août, une nouvelle arriva au camp. Des bombes atomiques avaient été larguées sur le Japon. La guerre était véritablement en train de se terminer partout. Maintenant, dans la baraque 5, les femmes tentèrent de comprendre l'ampleur de la destruction mondiale. « Nous avons commencé cela, Tchikele, dit Greta. L'Allemagne a commencé cette guerre. Et le monde s'en souviendra, ajouta Anaïsa. Nos enfants hériteront de cette honte. La voix de Laïsel était ferme. Alors nos enfants devront faire mieux. Nous devons faire mieux. Ce soir-là, les femmes de la baraque 5 écrivirent une lettre collective au commandant du camp. Elles demandèrent la permission de travailler dans la communauté locale sous supervision. « Nous souhaitons apporter quelque chose de positif avant de partir », écrivirent-elles. C'était le premier pas de leur transformation de prisonnières en personnes désirant reconstruire. La réponse arriva une semaine plus tard. Demande approuvée. 12 femmes de la baraque 5 seraient affectées à des services communautaires à Bowmanville, supervisées et contrôlées, mais avec de vraies interactions avec des civils canadiens. La prochaine phase de leur parcours allait commencer. Le programme de service communautaire débuta en août 1945. 12 femmes de la baraque 5 furent sélectionnées. Greta, Laïsel et Anaïsa en faisaient partie. Chaque mardi et jeudi après-midi, elles travaillaient pendant 3 heures dans la ville de Bowmanville. 2 gardes les accompagnaient. C'était la première fois qu'elles interagissaient avec des civils canadiens ordinaires, au-delà des gardes et superviseurs. Greta fut affectée à l'hôpital local. Elle travailla dans la laverie de l'hôpital, ce qui était familier, mais elle aida aussi les patients germanophones. Certains Canadiens allemands âgés avaient besoin de quelqu'un qui parlait leur langue. Une patiente, Madame Holtz, avait 71 ans. Elle avait immigré de Bavière en 1905. Un jour, Madame Holtz parla de son petit-fils, Eric. Il avait été tué en Hollande en avril 1945, juste quelques semaines avant la fin de la guerre. Greta s'attendait à de la haine en entendant cela. Mais au lieu de cela, Madame Holtz dit « La guerre m'a pris mon Eric, mais haïr tous les Allemands ne le ramènera pas. »« Je suis désolée, » murmura Greta. « Je suis tellement désolée pour ce que nous avons fait. Tu ne l'as pas tué, ma fille, mais tu peux honorer sa mémoire en étant meilleure que ce que l'Allemagne est devenue. » Greta visita Madame Holtz chaque semaine après cela. Un lien s'était formé entre elles. Madame Holtz lui parla de la communauté germano-canadienne, de la façon dont ils avaient souffert pendant la guerre, affronté des discriminations, dû prouver qu'ils n'étaient pas l'ennemi. « Tu devras faire la même chose, » dit Madame Holtz. « Prouve que tu es différente. » Laïsel travailla au jardin communautaire. Elle aida les familles locales à entretenir leur jardin de la Victoire. Les familles agricoles canadiennes étaient curieuses, anxieuses à son sujet. Elles lui posaient des questions sur l'Allemagne. Elle répondait honnêtement, leur parlant de la pauvreté, de la propagande, du désespoir. Un fermier, M. Chen, était canadien d'origine chinoise. Il raconta à Laïsel son propre vécu. Il avait fait face à la discrimination au Canada. Il avait été interné brièvement juste parce qu'il était chinois. « Ce pays n'est pas parfait, dit-il, mais il essaie de s'améliorer. L'Allemagne aussi le peut. » Laïsel planta des navets et des pommes de terre à ses côtés. Elle pensa à la ferme de son père et se demanda si elle avait survécu à la guerre. Anaïsa travailla à la bibliothèque. Elle aida à réorganiser la collection de livres en allemand. La bibliothécaire, Madame Peterson, avait 45 ans, n'avait jamais été mariée et adorait la littérature. Anaïsa découvrit quelque chose d'important. La bibliothèque avait gardé des ouvrages importants de la littérature allemande malgré la guerre. Goethe, Schiller, les grands auteurs, les bonnes parties de la culture allemande. « Nous ne bannissons pas des cultures entières, » expliqua Madame Peterson. « Ah, nous bannissons des idées dangereuses, spécifiques. » Elles discutèrent de littérature et de philosophie pendant les après-midi tranquilles. Anaïsa comprit quelque chose de profond. La culture allemande pouvait être séparée de l'idéologie nazie. « Vos enfants peuvent être fiers de Beethoven et de Goethe, » dit Madame Peterson. « Ils n'ont pas apporté le poids d'Hitler. »
En septembre, les lettres de la maison arrivèrent enfin par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Elles avaient mis 2 mois à atteindre le Canada. Greta reçut une lettre de sa mère. Hambourg était en ruine. 50% de la ville avait été détruite par les bombardements. La famille survivait dans un appartement partiellement endommagé. La nourriture était rare, mais l'occupation britannique fournissait des rations. Le ton de sa mère était défait et épuisé. « Reviens quand tu peux. Nous avons besoin de toi ici. » La lettre de Leisel, en provenance de son père, apporta de meilleures nouvelles. La ferme était intacte. Ils étaient dans la zone d'occupation américaine. Les Américains avaient pris du bétail, mais ils avaient délai payé pour cela. Le village avait seulement des dommages légers. « Nous avons honte de ce que l'Allemagne a fait. » Son père écrivait « Reviens à la maison. Nous t'aimons. » La lettre d'Anaïsa arriva de sa sœur qui s'occupait des enfants. Ils étaient en sécurité en Autriche. Ils demandaient constamment de ses nouvelles. Ils ne comprenaient pas encore pleinement la guerre. Ils ont besoin de toi. Reviens vite. La planification du rapatriement commença en octobre. La première vague de prisonniers partirait bientôt. Les mères avec de jeunes enfants avaient tôt la priorité, de même que les malades graves et les personnes âgées. Anaïsa fut sélectionnée pour un transport en décembre car ses enfants avaient moins de 10 ans. Greta et Leisel devraient attendre jusqu'en février ou mars 1946. Les 3 femmes avaient des sentiments partagés. Elles voulaient rentrer chez elles, mais elles avaient peur de ce que la maison était devenue. Elles s'étaient habituées à la sécurité et à la routine ici. Le Noël 1945 arriva. Le camp organisa une célébration modeste, avec des rations supplémentaires, des chants de Noël à la fois allemands et canadiens. Les gardes partagèrent des biscuits envoyés par leur famille. Le major Campbell fit un discours bref. « C'est le dernier Noël de cette guerre. L'année prochaine, vous serez à la maison. Faites en sorte qu'il compte. » Les femmes de la baraque 5 échangèrent des cadeaux faits main. Greta tricota des mitaines pour Leisel. Leisel fabriqua un marque-page en fleurs pressé pour Anaïsa. Anaïsa écrivit à chacune d'elles une lettre décrivant ce qu'elle avait appris de leur amitié. Le 15 décembre, Anaïsa se prépara à partir. Elle rassembla ses quelques affaires. Le camp lui donna des papiers de voyage, 20 $ canadiens et un manteau chaud. Elle dit au revoir aux femmes de la baraque 5. À Greta, elle dit « Enseigne la vérité. C'est ton but maintenant. » À Leisel, quoi, n'oublie pas comment rire. Le monde a besoin de joie. Elle les embrassa toutes les deux, puis monta à bord d'un transport avec 23 autres femmes en direction de la zone britannique de l'Allemagne. Le voyage dura 3 semaines. Train jusqu'à Halifax, bateau jusqu'à Southampton, puis train à travers une Allemagne dévastée jusqu'à la zone britannique. Anaïsa arriva à Hambourg le 8 janvier 1946. La dévastation était au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Des décombres partout, des personnes déplacées errant dans les rues, des soldats britanniques maintenant l'ordre. Elle passa par un centre de rapatriement. On lui remit un bon de nourriture, des papiers temporaires et un permis de voyage pour l'Autriche. Il lui fallut 5 jours pour rejoindre ses enfants en train. L'infrastructure était détruite. Les ponts étaient hors d'usage. Les trains circulaient sur des horaires temporaires. Mais enfin, elle arriva dans le petit village autrichien. Sa fille Elsie avait 9 ans maintenant. Son fils Klaus avait 6 ans. Il se souvenait à peine d'elle. Elle ne se reconnaissait guère non plus, mais ils étaient vivants. Elle avait tenu sa promesse. De retour au camp 30, Greta et Leisel étaient parmi les dernières 40 femmes restantes. Le camp semblait vide. La plupart des prisonniers étaient encore déjà rentrés chez eux. Elles poursuivaient leur travail de service communautaire et leurs cours d'anglais. Greta était désormais suffisamment fluente pour avoir de vraies conversations. Madame Patterson fit une offre inattendue. « Si jamais vous voulez revenir au Canada, écrivez-moi. Nous parrainons des immigrants. » Greta fut touchée. « Je dois d'abord aider à reconstruire l'Allemagne, mais merci. » Leisel demanda au sergent Williams « Est-ce que tu te souviendras de nous, gamin ? Je ne vous oublierai jamais. Vous m'avez appris que les gens sont des gens, peu importe l'uniforme qu'ils portent. » Le 3 mars 1946, le dernier transport partit. 40 prisonniers, 14 femmes, Greta et Leisel, ensemble jusqu'à la fin. Le major Campbell leur adressa des mots de fin. « Vous êtes arrivés en tant qu'ennemis. Vous repartez en tant qu'êtres humains qui ont appris des vérités difficiles. Utilisez-les bien. » Elles montèrent dans le train en direction de Halifax. La traversée en bateau dura 11 jours. Du 10 au 21 mars, la même durée que lorsqu'elles étaient arrivées, mais tout était différent. Plus de chaînes, plus de peur,
seulement l'incertitude de l'avenir. Elles arrivèrent à Bremerhaven le 22 mars. L'Allemagne était en ruine. Elles furent interrogées sur les crimes de guerre. Les deux furent de blanchis. Elles reçurent toutes des cartes de rationnement et des permis de voyage. À la gare, elles se dirent au revoir une dernière fois. Le train de l'Eissel partit vers le sud, en Bavière. Celui de Greta allait à Hambourg. Elles échangèrent leurs adresses. « Écris-moi. »« C'est toi au... » Promis, dit Leisel. « Je promets. Nous sommes sœurs maintenant. La guerre a fait de nous des ennemis, mais la vérité a fait de nous des sœurs. » Les trains partirent dans des directions opposées. Greta arriva à Hambourg le 25 mars. La ville était méconnaissable. Elle trouva l'immeuble de sa mère, monta 3 étages d'escaliers endommagés et frappa à la porte. Sa mère l'ouvrit. Elle avait vieilli de 10 ans, maigre, épuisée. Elles se regardèrent en silence. « Moody, je suis à la maison. Greta, ma fille. » Elles s'enlacèrent. Sa mère murmura « Tu es vivante. » « Dieu merci. » Greta répondit à voix basse. « J'ai appris des choses terribles et importantes. Nous devons parler. » Elle entra prête à reconstruire à partir des ruines, tant littérales que métaphoriques. Greta passa l'année 1946 à vivre avec sa mère dans un appartement partiellement reconstruit à Hambourg. Elle postula pour reprendre son travail d'enseignante, mais dut d'abord passer par le processus de dénazification. Les autorités britanniques l'interviewèrent pendant des mois. Elle leur dit la vérité. « J'ai enseigné l'idéologie nazie aux enfants. J'avais tort. Je veux maintenant enseigner la vérité. » En 1947, après un an de processus, elle fut autorisée à enseigner. Elle fut affectée à une école primaire dans une section reconstruite de Hambourg. Elle enseigna l'histoire, l'allemand et l'éthique. Le nouveau programme mettait l'accent sur les valeurs démocratiques et la pensée critique. Elle n'hérita pas de son passé de prisonnière en le cachant aux élèves. Elle utilisa cette expérience comme outil pédagogique. « J'ai appris que la propagande fonctionne, » leur dit-elle. « J'ai cru aux mensonges. Remettez tout en question, même vos enseignants. » Greta ne se maria jamais. Cela était en partie un choix, en partie une conséquence des circonstances. Elle maintint une correspondance avec Leisel jusqu'en 1948. Ensuite, les lettres devinrent sporadique, mais elle écrivit à Madame Patterson au Canada 2 fois par an jusqu'à la mort de cette dernière en 1963. En 1952, un étudiant en doctorat allemand interviewa Greta dans le cadre d'une recherche sur l'expérience des prisonnières. La thèse de l'étudiant fut plus tard publiée sous forme de livre et le témoignage de Greta en devint le cœur. Une citation devint célèbre « Ils ont enlevé nos chaînes et nous ont appelées humaines. Ce simple acte a fait plus pour vaincre l'idéologie nazie que 1000 brochures de propagande. » Leisel retourna à la ferme de sa famille en Bavière, dans la zone d'occupation américaine. La ferme avait des dommages, mais elle était fonctionnelle. Sa famille était intacte. Elle utilisa les techniques de pâtisserie canadienne qu'elle avait apprises pour compléter le revenu de la ferme. En 1948, elle ouvrit une petite boulangerie dans le village. En 1950, elle épousa un fermier local nommé Hans. Il avait perdu une jambe pendant la guerre. Aucun d'eux ne parla beaucoup de la guerre. Ils se concentrèrent plutôt sur la construction d'un avenir ensemble. Ils eurent 3 enfants, nés en 1951, 1953 et 1955. Leisel leur enseigna l'anglais avec ce qu'elle avait appris au Canada. Elle leur racontait des histoires soigneusement édulcorées sur son temps passé si loin. Un jour, j'étais dans un endroit où les gens ont été gentils avec moi, alors qu'ils n'en avaient pas l'obligation. Souvenez-vous que la gentillesse compte. Dans les années 1970, le village de Leisel établit un programme d'échange avec une ville en Ontario, près de Bowmanville. Par hasard, Leisel devint la coordinatrice du programme. C'était la première fois en 25 ans qu'elle parlait publiquement de son expérience de prisonnière. En 1975, à l'âge de 49 ans, elle fit un voyage émotionnel de retour au Canada. Elle visita le site du camp 30. Il avait été démoli. Des maisons résidentielles s'y dressaient désormais. Elle déposa des fleurs à l'endroit où se trouvait autrefois la baraque 5. Elle rencontra la veuve du sergent Williams. Williams était décédé en 1968. Sa veuve dit « Il parlait souvent de vous, les filles. Il disait que vous lui aviez appris quelque chose sur l'humanité qu'il n'a jamais oublié. » Leisel répondit « Il nous a appris la même chose.
Anaïsa reconstruisit sa vie en Autriche avec ses enfants. Elle travailla comme traductrice pour les forces d'occupation américaines. Ses compétences en anglais et en allemand étaient précieuses. Plus tard, elle devint traductrice judiciaire à Vienne. Elle plaida pour un traitement équitable des anciennes prisonnières dans les procédures juridiques. En 1952, elle se remaria avec un avocat autrichien, également veuf. Elle aida ses enfants à comprendre la mort de leur père. Il est mort en croyant à un mensonge, mais il nous a aimés, et cet amour était réel. Dans les années 1960, Anaïsa écrivit ses mémoires. Elles ne furent tard jamais publiées commercialement, mais furent conservées dans les archives autrichiennes. Elle les intitula « De chaînes à compréhension », la captivité d'une femme allemande au Canada. Dans un passage, elle écrivit « Nous nous attendions à de la barbarie et nous avons reçu de la civilisation. Nous nous attendions à de la vengeance et nous avons reçu de la justice. Nous nous attendions à de la haine et nous avons reçu la possibilité de rédemption. Je suis retourné en Allemagne portant cette leçon. J'ai essayé de la transmettre à mes enfants et eux à leurs enfants. Voilà comment on reconstruit à partir des cendres. Un acte d'humanité inattendu à la fois. En 1965, les trois femmes se retrouvèrent à Vienne, 20 ans après la fin de leur captivité. Toutes les trois étaient désormais dans la quarantaine ou la cinquantaine. Elles passèrent un week-end ensemble. La première fois depuis 1946, elles arpentèrent les rues de Vienne et partagèrent des souvenirs. Greta demanda « Vous vous êtes déjà demandé ce qui serait arrivé si on nous avait traités comme on s'y attendait ?» Laïsel répondit « Nous serions restés amers et en colère, ennemis à jamais. » Anaïsa ajouta « Au lieu de cela, nous avons appris que le monde pouvait être différent de ce qu'on nous avait enseigné. Nous avons rapporté ce savoir chez nous. Les études menées après la guerre ont montré que les camps de prisonniers canadiens étaient parmi les plus humains. Les prisonniers allemands qui étaient revenus du Canada avaient des taux plus faibles de retour à la politique extrémiste. Beaucoup ont gardé une image positive du Canada. Certains y ont immigré plus tard. Sur les 76 femmes de leur transport initial, 14 ont immigré au Canada entre 1950 et 1970. 31 se sont engagées dans des mouvements pour la paix. 8 sont devenues enseignantes comme Greta. La plupart ont vécu des vies tranquilles, portant leurs leçons en privé. Greta enseigna jusqu'à sa retraite en 1985. Elle devint mentor pour les jeunes enseignants. Elle donna des conférences sur la propagande et la pensée critique. Sa dernière apparition publique eut lieu en 2001 dans une école de Hambourg. Les élèves lui demandèrent quelle était la leçon la plus importante de sa vie. Que des gens ordinaires peuvent de croire des choses terribles si ces choses sont répétées suffisamment souvent, répondit-elle, et que d'autres gens ordinaires peuvent vous montrer la vérité par une simple gentillesse. Les deux sont toujours possibles. Choisissez soigneusement quel genre de personne ordinaire vous voulez devenir. Elle mourut paisiblement en 2003, à l'âge de 83 ans. Ses anciens élèves récoltèrent de l'argent pour une bourse à son nom. Laïsel vécut une vie tranquille, entre travail à la ferme, pâtisserie et éducation de sa famille. Ses petits-enfants savaient qu'elle avait été une prisonnière de guerre, mais ignoraient les détails. En 2009, sa petite-fille l'interviewa pour un projet universitaire de journalisme. L'histoire complète émergea sur bande. « Pourquoi ne nous as-tu pas tout dit avant ?» demanda sa petite-fille. « Vous deviez grandir sans le poids de cela, » répondit Laïsel. « Maintenant, vous êtes prête. » Les bandes furent ordonnées aux archives bavaroises. Elle mourut en 2010, à 84 ans, entourée de sa famille. Lors de ses funérailles, des tartelettes au beurre canadiennes, préparées selon la recette du sergent Williams, furent servies. Anaïsa resta intellectuellement active. Elle acheva ses mémoires, mais ne chercha jamais à les publier. « C'est pour mes enfants et mes petits-enfants, pas pour le monde », disait-elle. Mais elle donna ses documents aux archives en 1995. Un réalisateur l'interviewa pour un documentaire sur les femmes prisonnières de guerre. Son témoignage devint la partie la plus émouvante du film. Elle mourut en 1998, à l'âge de 85 ans. Ses enfants publièrent ses mémoires en privé. 300 exemplaires furent imprimés pour la famille et les archives. 3 femmes ordinaires prises dans un mal extraordinaire, traitées avec une humanité inattendue, transformées par cette humanité. Elles passèrent le reste de leur vie à tenter de transmettre cette leçon. Leurs histoires furent conservées dans
dans des archives, des lettres, des mémoires, des mails et des interviews. Pas de petites ondulations dans l'immense océan de l'histoire, mais des ondulations néanmoins. Or, les dernières paroles d'Anaïsa dans ses mémoires, ça résumait en tout. Nous sommes arrivés au Canada en tant qu'ennemis, enchaînés et terrifiés. Lorsque ces chaînes furent enlevées, lorsque nous fûmes appelés humaines, quelque chose en nous se brisa. Ce n'était pas notre esprit, mais nos mensonges. La leçon était simple, mais profonde. La réponse la plus forte à la haine n'est pas d'égaler la haine, mais de démontrer l'humanité que la haine nie. L'Allemagne est tombée parce qu'elle l'a oubliée. Nous avons survécu parce que le Canada s'en souvenait. J'ai passé le reste de ma vie à honorer cette leçon. C'est tout ce que nous pouvons faire. Souvenez-vous, nous sommes tous humains. Traitez-vous mutuellement en conséquence et apprenez à nos enfants à faire de même. Un acte de gentillesse inattendu à la fois.